Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire vraie de crime qui m'a toujours fasciné. Une histoire qui implique des jeux d'argent dans la haute société, des abus, un meurtre, une disparition et peut-être de nouvelles identités. Un crime qui, du moins en partie, est considéré comme résolu, mais qui reste néanmoins entouré de théories et de conspirations. Voici l'histoire de la vie du 7e comte de Lucan et du meurtre de Sandra Rivet. C'est assurément une histoire inhabituelle avec une fin tragique. D'après mes recherches, j'ai mes propres théories sur ce qui s'est passé après les événements du 7 novembre 1974, mais j'aimerais beaucoup entendre vos avis et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Alors examinons la vie du 7e comte de Lucan, plus connu sous le nom de Lord Lucan Richard John Bingham, qui utilisait son deuxième prénom, John. Né le 18 décembre 1934, John était le deuxième enfant de George Bingham, le 6e comte de Lucan, et de son épouse Kathleen Dawson. En tant qu'aîné des fils de la famille, John serait celui qui hériterait des titres de son père et deviendrait le 7e comte de Lucan à la mort de ce dernier, alors qu'il n'avait que 5 ans. John a été évacué au pays de Galles avec sa sœur Jane en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, avec leurs jeunes frères et sœurs Sally et Hugh, John et Jane ont été envoyés à Toronto, au Canada, puis à New York. Pendant les 5 années suivantes, ils ont vécu chez la multimillionnaire Marcia Brady Tucker. John a fréquenté la prestigieuse école Harvey à New York et passé ses étés dans un camp dans les montagnes Adirondacks. Pendant leur séjour aux États-Unis, John et ses frères et sœurs ne manquèrent de rien et menaient une vie de luxe. Alors, lorsqu'ils sont retournés en Angleterre en février 1945, ils ont été choqués par la réalité de la vie en Grande-Bretagne en temps de guerre. Le rationnement était toujours en vigueur. Leur ancienne maison à Channey Walk avait été bombardée et la maison familiale au Wing 2 Eaton Square avait eu ses fenêtres soufflées. Adolescent, Jean a fréquenté le collège d'Eton à Windsor, et c'est là que sa passion pour le jeu, qui allait durer toute sa vie, a commencé. Il complétait son argent de poche avec des revenus provenant de Paris, plaçant ses gains sur un compte bancaire secret. Et il s'échappait régulièrement de l'enceinte de l'école pour assister à des courses de chevaux. Il a quitté Eton en 1953 pour effectuer son service national et lorsqu'il était en poste à Krefeld, en Allemagne de l'Ouest, il étant devenu un joueur de poker passionné. John a quitté l'armée en 1954 et a pris un emploi chez William Brand Sons Co., une banque d'affaires basée à Londres, avec un salaire annuel de 5 cents, ce qui était un salaire correct. Pour l'époque, c'était très peu pour un homme qui gagnait ou perdait souvent des milliers de livres en jouant. John est devenu un joueur régulier et l'un des premiers membres du cercle exclusif des riches joueurs britanniques du Claremont Club à Mayfair, Londres, qui a été fondé par John Aspinall. Parmi les autres membres figuraient le milliardaire homme d'affaires James Goldsmith et Stephen Raphael, un riche courtier en bourse qui était également un joueur de backgammon talentueux. Ces hommes menèrent une vie de playboy, Stephen, Raphael et John partant souvent en vacances ensemble aux Bahamas, où ils passèrent leur temps à faire du ski nautique, jouer au golf et parier sur le backgammon et le poker. John gagnait souvent au jeu d'adresse et a même figuré à un moment donné parmi les 10 meilleurs joueurs de backgammon au monde. Cependant, il a également accumulé d'énormes pertes en jouant. Une fois, il a perdu 8 mâles, soit environ les 2/3 de l'argent qu'il recevait chaque année de divers fonds familiaux. Une autre fois, il a perdu 10 000 dans un casino. Son oncle par alliance, le courtier John Bevan, lui a prêté l'argent pour rembourser cette dette particulière après qu'un collègue ait été promu avant lui. John venait de gagner 26 000 livres sterling. En jouant au chemin de fer, il a démissionné de son travail, disant « Pourquoi devrais-je travailler dans une banque alors que je peux gagner 1 an de salaire en une seule nuit aux tables ?» Après sa démission, John a passé quelque temps à voyager aux États-Unis où il a joué au golf, fait des courses de bateaux à moteur et conduit son Aston Martin sur la côte ouest.
À son retour en Angleterre, il a quitté la maison de ses parents à St. John's Wood et a emménagé dans un appartement à Park Crescent. Et en 1963, il a rencontré la femme qui allait devenir sa future épouse, Veronica Duncan. Veronica partageait un appartement à Londres avec sa sœur Christina. Christina a épousé le riche William Shand Kidd, qui était le demi-frère de Peter Shand Kidd, le beau-père de Diana Spencer qui deviendrait plus tard Diana, princesse de Galles. Grâce au mariage de Christina, Veronica a été introduite dans la haute société londonienne, et c'est lors d'une réception dans un club de golf à la campagne que Veronica et John se sont rencontrés pour la première fois. En quelques mois, John avait demandé Veronica en mariage, et la nouvelle de leur fiançailles est parue dans The Times ainsi que dans le Daily Telegraph le 14 octobre 1963. Ils se sont mariés le mois suivant, le 20 novembre, à l'église de la Sainte Trinité à Brompton. Bien que la cérémonie ait été honorée par la présence de la princesse Alice, comtesse d'Athlone, peu d'autres membres éminents de la haute société y ont assisté. Le couple a passé sa lune de miel en Europe en première classe sur l'Orient Express. Après le mariage, John a reçu une dotation de son père. C'est une somme destinée à financer une maison familiale plus grande et toute future extension de la famille Lucan. Cependant, cet argent a été utilisé en partie pour rembourser certains des nombreux créanciers de John. Le reste a servi à acheter 46 Lower Belgrave Street à Belgravia. Le 21 janvier 1964, seulement 2 mois après le mariage de John et Veronica, le père de John a eu une attaque et est décédé. En plus d'un héritage estimé à 250 000 livres sterling, John a également hérité des titres de son père, devenant ainsi comte de Lucan, baron Lucan de Castlebar, baron Bingham de Malcolm Bingham et baronnet Bingham de Castlebar. L'épouse de John, Veronica, est devenue la comtesse de Lucan, avec cet héritage. Le couple aurait dû être à l'abri du besoin pour la vie, mais malheureusement, la dépendance au jeu de John en a décidé autrement. John et Veronica ont eu 3 enfants ensemble. Francis, né en octobre 1964, George, né 3 ans plus tard, et Camille, née en juin 1970. Ils ont engagé une nourrice, Lillian Jenkins, pour les aider à s'occuper des enfants. Le couple menait une vie luxueuse et avait de nombreux amis. John était d'une extravagance imprudente. Il était connu pour dépenser de grosses sommes d'argent dans des articles de luxe, comme la location d'un avion privé. Pour emmener ses amis aux courses, il se procurait une Aston Martin décapotable, buvait de la vodka russe coûteuse et faisait des courses de bateaux à moteur. En septembre 1966, il a passé sans succès un essai à l'écran pour un rôle dans Femme X7. Mais il a refusé une offre ultérieure du producteur de cinéma Albert Herbroccoli pour passer un essai à l'écran pour le rôle de James Bond. Sans emploi stable, John avait souvent l'habitude de dormir tard avant de déjeuner au club Clermont, ce qui était généralement suivi par des parties de backgammon l'après-midi. De retour chez lui pour se changer en tenue de soirée, il passait généralement le reste de la journée au Clermont à jouer jusqu'aux petites heures du matin, parfois sous le regard de Véronique, à qui il essayait d'apprendre les jeux d'argent. John a ainsi hérité du surnom de Lucky Lucan. Mais comme c'est souvent le cas, l'image publique reflète peu la réalité. En réalité, il était tout sauf chanceux, ses pertes dépassant largement ses gains. En 1968, son intérêt pour les chevaux de course pur sang lui a coûté bien plus en frais d'inscription aux courses qu'il n'a réellement gagné en prix. Malgré quelques disputes à propos de l'argent, Véronique restait en grande partie ignorante de l'ampleur de ses pertes et continuait à mener le train de vie coûteux que le couple avait toujours apprécié. Après la naissance de leur 2e et 3e enfant, Georges et Camille, Véronique a souffert de dépression postnatale. En 1971, Jean l'a emmenée se faire soigner dans une clinique psychiatrique à Hampstead, mais Véronique a refusé d'y être admise. Elle a accepté des visites à domicile d'un psychiatre et un traitement d'antidépresseurs. Quand Camille, la plus jeune, avait 2 ans, la famille est partie en vacances à Monte-Carlo. Mais Véronique est rapidement retournée en Angleterre, laissant Jean avec leurs 2 enfants aînés. Avec le temps, leur relation s'est détériorée. Sous la pression de maintenir leurs finances,
le coût de l'addiction au jeu de Jean et le traitement limité de Véronique pour sa dépression postnatale, la relation a pris fin. Début 1973, Jean a quitté la maison familiale pour vivre dans une petite propriété à Eaton Row. À ce stade, Jean ne s'intéressait plus à sauver son mariage avec Véronique, mais il voulait obtenir la garde de ses enfants. Il a déménagé dans un appartement plus grand dans la rue Élisabeth, à proximité, et a entrepris de prouver que Véronique était une mère inapte. Il espionnait sa famille et, plus tard, a engagé des détectives privés pour accomplir cette tâche à sa place. Jean a essayé d'obtenir des preuves que sa femme était, selon ses mots, devenue folle et a consulté des médecins qui lui ont expliqué qu'elle souffrait en réalité de dépression et d'anxiété. Juste avant que Jean ne quitte leur domicile conjugal, Véronique avait renvoyé la nourrice de longue date des enfants, Lillian Jenkins, et une série d'autres nourrices allaient leur prendre sa place. Jean a dit à ses amis que personne ne voulait travailler pour Véronique. Pendant ce temps, Véronique s'est confiée à l'une de ses nourrices, Stéphanie Saviska, âgée de 26 ans, en lui disant que Jean l'avait frappée avec une canne et qu'à une occasion, il l'avait même poussée dans les escaliers. Véronique a dit à Stéphanie qu'elle craignait pour sa sécurité et qu'elle ne serait pas surprise si Jean la tuait. Un jour, en mars 1973, Jean et 2 détectives privés ont abordé Stéphanie alors qu'elle était dehors avec les 2 plus jeunes enfants. Ils lui ont dit que les enfants étaient sous tutelle du tribunal et que Stéphanie devait les confier à Jean, ce qu'elle a fait. Ensuite, Jean est allé chercher leur enfant aîné, François, à l'école. Véronique a aussitôt demandé au tribunal la restitution des enfants, mais le juge, inquiet de la complexité du dossier, a fixé l'audience 3 mois plus tard. Véronique devait se défendre contre les accusations de Jean selon lesquelles elle souffrait de troubles mentaux, alors elle s'est inscrite pour un séjour de 4 jours à la clinique Priory de Roehampton. Bien qu'il ait été reconnu qu'elle avait encore besoin d'un certain soutien psychiatrique, les médecins ont indiqué qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle souffrait de troubles mentaux. Toute l'affaire de Jean reposait sur sa capacité à prouver que Véronique était incapable de s'occuper des enfants. Au lieu de cela, lors de l'audience, il s'est retrouvé obligé de défendre son propre comportement envers elle. Après plusieurs semaines de témoignages et de débats, Jean a abandonné l'affaire sur les conseils de ses avocats. Le juge Rhys a accordé la garde à Véronique, tandis que Jean a obtenu un droit de visite un week-end sur 2. Leur divorce est devenu de plus en plus acrimonieux. Jean a recommencé à surveiller les faits et gestes de sa femme et, en plus, il a même commencé à enregistrer leurs conversations téléphoniques. Il faisait écouter des extraits de ces conversations à tous les amis intéressés et se plaignait sans cesse. Véronique dépensait de l'argent sans compter. Tandis que Jean continuait à lui verser 40 livres par semaine, il a commencé à lui rendre la vie plus difficile. Sachant qu'une partie de l'accord du tribunal exigeait que Véronique emploie une nourrice résidente, il a retardé les paiements à l'agence de garde d'enfants. Sans revenu propre, Véronique a pris un emploi à temps partiel dans un hôpital local. Jean s'est lié d'amitié avec leur nourrice pour essayer de découvrir des informations compromettantes sur ce qui se passait dans la maison. En septembre 1974, une nourrice du nom de Sandra Rivet a commencé à travailler pour Véronique. Sandra avait 29 ans et, tout comme Véronique, avait déjà reçu un traitement pour dépression. À l'âge de 19 ans, Sandra a donné naissance à un garçon qui a ensuite été adopté par ses parents. Elle a ensuite travaillé dans divers emplois à la fin des années 1960 et au début des années 1970, avant de commencer à travailler à la Maison Lucan. À cette époque, la situation financière de John s'était détériorée. Le procès lui avait coûté environ 22 000 livres sterling et ses dettes de jeu augmentaient en eux. Apparemment, au fil des jours, sa consommation d'alcool était devenue problématique et il avait également commencé à fumer cigarette sur cigarette. Ses amis étaient de plus en plus inquiets de son comportement. Lors de conversations alcoolisées avec certains d'entre eux, il parlait de tuer sa femme. Désespéré d'argent, il a sollicité des prêts auprès de ses proches pour financer sa dépendance au jeu. Le financier James Goldsmith lui a garanti un découvert de 5 000 livres sterling qui était resté impayé. Il a emprunté 4 000 livres sterling à sa mère, ses 4 comptes bancaires étaient à découvert, et il empruntait sur les fonds fiduciaires de sa famille. Même s'il jouait alors pour des mises bien plus faibles qu'auparavant,
son jeu restait totalement incontrôlable. On estime qu'entre septembre et octobre 1974 seulement, il a accumulé des dettes d'environ 50 000 francs. Malgré ses problèmes financiers toujours croissants à partir de la fin octobre 1974, l'attitude de John sembla soudainement s'améliorer. Un ami proche, John Wilbraham, a fait remarquer que John semblait avoir finalement accepté le fait qu'il n'aurait pas la garde de ses enfants. John a rencontré son oncle John Bevan le 6 novembre et semblait être de bonne humeur plus tard dans la journée. Il a rencontré Charlotte Andrina Colquhoun, âgée de 21 ans, qui a dit qu'il semblait très heureux. Simplement comme d'habitude, et rien ne laissait penser qu'il était inquiet ou déprimé. Il semblerait que John était redevenu lui-même. Cependant, comme c'est si souvent le cas, les apparences peuvent être trompeuses. À l'époque, les casinos en Angleterre ne pouvaient en ouvrir qu'entre 14h et 4h du matin. Ainsi, John jouait souvent jusqu'aux premières heures du matin, commençant ses journées vers l'heure du déjeuner. Fait inhabituel, le 7 novembre, il a appelé son avocat tôt le matin. Il avait 2 rendez-vous prévus au Clermont cet après-midi-là, mais il n'est arrivé à aucun des 2. Au lieu de cela, vers 16h ce jour-là, John est entré dans une pharmacie sur Lower Belgrave Street, près du domicile de Véronique, et a demandé au pharmacien d'identifier une petite capsule. Il s'est avéré que la capsule était du Limbitrol 5, un médicament utilisé pour le traitement de l'anxiété et de la dépression. Vers 18h30 ce soir-là, John a rencontré l'agent littéraire Michel X. Beach, car il voulait l'aide de Michel pour un article sur les jeux d'argent qu'on lui avait demandé d'écrire pour un magazine de l'université d'Oxford. John a raccompagné Michel chez lui vers 20h ce soir-là. Mais il n'était pas dans sa Mercedes-Benz habituelle, mais plutôt dans une vieille Ford Corsair sombre et délabrée qu'il avait empruntée à un ami plusieurs semaines auparavant. À 20h30, il a appelé le Clermont pour vérifier une réservation qu'il avait faite avec Greville Howard et des amis pour 23h ce soir-là. Encore une fois, il n'est pas venu. Pendant ce temps, Sandra était occupée à coucher les enfants chez Véronique. Sandra avait normalement son jeudi soir de libre pour voir son petit ami, mais elle l'avait vu la veille. Donc ce jeudi-là, elle travaillait. Après avoir couché les plus jeunes enfants, Sandra demanda à Véronique si elle voulait une tasse de thé avant de descendre à la cuisine du sous-sol pour en préparer une. Après avoir attendu un moment le retour de Sandra, Véronique décida d'aller voir ce qui causait le retard. Alors qu'elle appelait Sandra du haut des escaliers menant au sous-sol, Véronique fut attaquée et cria pour sa vie. Son agresseur lui ordonna de se taire, et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa que son agresseur était son mari séparé. Les deux continuèrent à se battre. Elle lui mordit les doigts et, lorsqu'il la jeta face contre le tapis, elle réussit à se retourner et à lui serrer les testicules. Cela le força alors à relâcher sa prise sur sa gorge et à abandonner le combat. Véronica demanda à Jean où se trouvait Sandra, et bien qu'il ait d'abord évité la question, il finit par admettre qu'il l'avait tuée. Terrifiée, Véronica lui dit qu'elle pouvait l'aider à s'enfuir, mais seulement s'il restait à la maison pendant quelques jours afin que ses blessures visibles puissent guérir. Lorsque Jean quitta momentanément le côté de Véronica pour aller chercher une serviette mouillée afin de nettoyer ses blessures, Véronica vit là sa chance de s'échapper. Elle s'est précipitée dehors vers un pub proche. Les bras du plombier ont appelé à l'aide et les autorités sont intervenues. La police a forcé l'entrée dans la maison de Véronica, où ils ont découvert le corps de Sandra. Jeanne avait disparu. Véronica a été emmenée en ambulance à l'hôpital Saint-Georges lorsque le chef surintendant détective Roy Ranson est arrivé sur les lieux. Il a été noté qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, à l'exception de la porte d'entrée qui avait été enfoncée par les 2 premiers agents arrivés à la maison. Le haut de l'escalier menant au sous-sol était couvert de sang et un tuyau en plomb ensanglanté gisait au sol. Les tableaux accrochés au mur de l'escalier étaient de travers et une rampe en métal était endommagée au pied des marches. 2 tasses et leur soucoupe reposaient dans une mare de sang et près de là, le corps de Sandra a été retrouvé dans un sac en toile. On a constaté que le luminaire en bas de l'escalier n'avait pas d'ampoule,
celle-ci étant posée sur une chaise à côté. Du sang a également été retrouvé sur différentes feuilles dans le jardin arrière. L'appartement de John a été fouillé et sa mère a été interrogée. Elle a confirmé qu'il l'avait appelée entre 22h30 et 23h ce soir-là et lui avait demandé d'aller chercher ses enfants chez Véronique en raison d'une terrible catastrophe qui venait de se produire. Il a expliqué à sa mère qu'il était passé devant la maison plus tôt dans la soirée et avait vu Véronique se battre avec un homme dans le sous-sol. Il était entré dans la propriété et avait trouvé sa femme en train de crier. Chez Jean, la police a découvert un costume, une chemise sur le lit et un livre sur les millionnaires du transport maritime grec. Son portefeuille, ses clés de voiture, son argent, son permis de conduire, son mouchoir et ses lunettes étaient sur la table de chevet. Son passeport a été trouvé dans un tiroir et sa Mercedes-Benz bleue était égarée dehors. Son moteur était froid et sa batterie à plat. Le détective-chef surintendant s'est ensuite rendu auprès de Véronique à l'hôpital Saint-Georges. Bien qu'elle ait été fortement sédatée, elle a pu décrire ce qui lui était arrivé. Il a été établi plus tard que Jean aurait pu arriver au domicile de Madeleine Flormand, la mère de l'une de ses filles aînées. Les amis d'école de Françoise qui vivaient à Chester Square. Entre 22h et 22h30 ce soir-là, Madeleine était seule dans la maison et pour cette raison, elle a ignoré lorsque quelqu'un a frappé à la porte si tard dans la soirée. Peu de temps après, elle a reçu un appel téléphonique incohérent auquel elle a raccroché. Des taches de sang ont été trouvées sur le seuil de la porte et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un mélange des groupes sanguins A et B, les groupes sanguins de Véronique et Sandra. L'autopsie de Sandra a révélé qu'elle avait été tuée avec le tuyau de plomb retrouvé sur place, et son corps avait été placé dans le sac en toile après sa mort. Comme on ignorait où se trouvait John, sa description a été diffusée à la police partout dans le pays. Les journaux et les chaînes de télévision ont annoncé que John était recherché par la police pour être interrogé. La police a découvert que John s'était rendu à Uckfield, dans l'East Sussex, à environ 65 km de là, avec la voiture empruntée. Il était arrivé là-bas quelques heures après le meurtre et avait parlé avec ses amis, Ian et Susan Maxwell Scott. Pendant son séjour là-bas, John avait écrit 2 lettres à son beau-frère, Bill Shandkid, qui ont été envoyées à l'adresse de Bill à Londres. Ian a appelé Bill à sa maison de campagne, qui se trouvait près de Leighton Buzzard, dans le Bedfordshire, pour l'informer des lettres. Bill s'est immédiatement rendu à Londres pour les récupérer. Après les avoir lues et avoir constaté qu'elles étaient entachées de sang, il les a apportées au détective chief superintendent Ransom. La première lettre disait ceci. « Cher Bill, les circonstances les plus épouvantables se sont produites ce soir, que j'ai brièvement décrites à ma mère. Lorsque j'ai interrompu la bagarre à Lower Belgrave Street et que l'homme est parti, Véronica m'a accusé de l'avoir engagé. Je l'ai emmenée à l'étage, j'ai envoyé François se coucher et j'ai essayé de la nettoyer. Elle est restée prostrée un moment et, pendant que j'étais dans la salle de bain, elle a quitté la maison. Les preuves circonstancielles contre moi sont accablantes, car 5 dira que tout était de ma faute. Je vais aussi rester prostré un moment. Mais je ne me préoccupe que des enfants. Si tu peux t'en occuper, je veux qu'ils vivent avec toi. Les administrateurs Coutts, St. Martin's Lane, M. Wall s'occupera des frais de scolarité. Véronique a déjà montré sa haine envers moi par le passé et ferait n'importe quoi pour me voir accusé. Pour Georges et François, vivre en sachant que leur père avait comparu au tribunal pour tentative de meurtre serait trop difficile. Quand ils seront assez grands pour comprendre, explique-leur le cauchemar de la paranoïa et prends soin d'eux. Toujours à toi, Jean. Et la deuxième lettre abordait les questions financières de Jean. Il y a une vente prévue chez Christie's le 27 novembre, qui permettra de couvrir les découverts bancaires. Veuillez convenir des prix de réserve avec Tom Craig, les recettes devant aller à Lloyd. 6 Palmel Coutts 59, Strand Nat, West Bloomsbury Branch, qui détiennent également une police d'assurance vie Equity & Law. Les autres créanciers peuvent attendre pour le moment. Signé Lucky. La Ford Corsair que John conduisait a été retrouvée 3 jours après le meurtre sur Norman Road à New Haven, à environ 25 km d'Uckfield. Dans le coffre, il y avait un tuyau en plomb enveloppé de ruban chirurgical et une bouteille de vodka pleine.
Il a été établi plus tard que la voiture avait été laissée là entre 5 heures et 8 heures du matin, le 8 novembre. Une théorie suggérait que John aurait pu prendre un ferry soit pour s'enfuir, soit pour se jeter à l'eau afin de mettre fin à ses jours. Le propriétaire de la Ford Corsair, Michel Stoop, a également reçu une lettre de Jean. Cette lettre disait « Mon cher Michel, j'ai passé une nuit traumatisante d'une coïncidence incroyable. Cependant, je ne vais rien t'ennuyer avec ça ni t'impliquer, sauf pour te dire que lorsque tu croiseras mes enfants, ce que j'espère que tu feras. S'il te plaît, dis-leur que tu m'as connu et que tout ce qui comptait pour moi, c'était eux. Le fait qu'un avocat véreux et un psychiatre pourri m'ayeront détruit à eux deux n'aura aucune importance pour les enfants. J'ai expliqué à Bill Shankid ce qui s'est vraiment passé, mais à en juger par ma dernière tentative au tribunal, personne, et encore moins un juge de 67 ans ne me croirait. Et je ne m'en soucie plus, sauf que mes enfants doivent être protégés. Toujours à vous. John Michael a jeté l'enveloppe avant qu'elle ne soit remise à la police et une fouille avec des chiens pisteurs a été effectuée. Cette fouille a permis de découvrir les restes squelettiques d'un homme qui avait disparu des années plus tôt, mais il n'y avait aucune trace de John. Cependant, il faut se rappeler qu'une fouille complète des Downs était impossible, laissant la possibilité que ces restes s'y trouvent encore quelque part. Une fouille du port n'a également rien donné. L'examen médico-légal a ensuite conclu que la pipe retrouvée sur les lieux du crime portait du sang appartenant à Véronique, qui était du groupe A, et à Sandra, qui était du groupe B. De plus, des cheveux appartenant à Véronique ont été retrouvés sur la pipe. La pipe retrouvée dans la voiture ne présentait ni sang ni cheveux. Bien qu'on pense que les deux tuyaux proviennent d'un même morceau, cela n'a pas pu être prouvé de façon concluante. On a compris que le sang sur les lettres provenait des deux femmes. Du sang a été retrouvé dans la voiture, il s'agirait d'un mélange de celui de Véronique et Sandra. Des cheveux ressemblant à ceux de Véronique ont aussi été trouvés dans la voiture. Le crime a fait la une des journaux au Royaume-Uni, avec des titres tels que « Corps dans un sac, comtesse s'enfuit en hurlant » et « Meurtre à Belgravia, le compte recherché ». Au fur et à mesure de l'enquête, la relation entre le cercle social de Jean et la police métropolitaine est devenue de plus en plus tendue, certains officiers se plaignant que la mafia d'Eton travaillait contre eux. Des réunions auxquelles assistaient en les riches amis de Jean, dont Jean Aspinall, le beau-frère de Jean, Bill Shankid, Dominique Elwis, un artiste qui était l'un des amis les plus proches de Jean, et Stephen Raphael, le courtier en bourse de Jean. Ces réunions se tenaient au Clermont après sa disparition. Ceux qui étaient impliqués ont déclaré qu'il ne s'agissait que de discussions entre amis inquiets. Dominique Elwes est allé voir Véronica à l'hôpital et aurait été profondément choqué à la fois par son apparence et par sa déclaration. Dominique semblait apparemment mécontent de certaines des couvertures médiatiques négatives concernant la comtesse et a ensuite été ostracisé par ses amis. Pour sa part, dans un article critique envers John paru dans le magazine Sunday Times, Dominique a mis fin à ses jours en septembre 1975. Susan Maxwell Scott, dernière à avoir vu John, a été interrogée sur la raison. Il lui avait fallu tellement de temps pour informer la police que John lui avait rendu visite. La nuit du meurtre, elle a affirmé qu'elle n'avait vu aucun journal ni aucune émission télévisée et qu'elle n'avait pas écouté la radio, ce qui aurait pu l'avertir de l'importance de cette visite. Lorsque la mère de John Aspinall, Lady Osborne, a été interrogée pour savoir si elle pouvait fournir des informations permettant de localiser John, elle a répondu « La dernière nouvelle que j'ai eue de lui, c'est qu'il était donné à manger aux tigres dans le zoo de mon fils. » Suite à cette déclaration, la police a fouillé la maison et les cages des animaux. Au total, la police a fouillé 14 maisons de campagne et domaines, y compris Holcombe Hall et le château de Warwick. Mais une fois de plus, aucune trace de John n'a été trouvée. Après plusieurs ajournements, l'enquête sur la mort de Sandra a commencé en juin 1975. Divers représentants juridiques étaient présents, y compris un avocat engagé au nom de John par sa mère. 33 témoins ont été appelés au cours des jours suivants, y compris Véronique qui a été interrogée sur sa relation avec John, leur mariage et leurs affaires financières. L'emploi de Sandra et ce qui s'était passé la nuit de l'attaque.
Sally Blower, qui avait recueilli une déclaration de Lady Frances Lucan le 20 novembre 1974, a lu les paroles de la jeune fille devant le tribunal. Frances avait entendu un cri et, quelques minutes plus tard, avait vu sa mère qui avait du sang sur le visage et son père entrer dans la pièce. Sa mère l'avait alors envoyé se coucher. Plus tard, elle a entendu son père appeler sa mère, lui demandant où elle était, et elle l'a vu sortir de la salle de bain et descendre les escaliers. Le propriétaire du pub Plumber's Arms a décrit comment Véronique était entrée dans son bar couverte de sang de la tête aux pieds avant de tomber en état de choc. Il a affirmé qu'elle avait crié « Aidez-moi, aidez-moi, je viens d'échapper à une tentative de meurtre, et mes enfants, il a tué ma nourrice ». Susan Maxwell Scott, la dernière à avoir vu Jean vivant, a déclaré au tribunal qu'il semblait négligé et avait les cheveux un peu ébouriffés. Son pantalon avait une tache humide sur la hanche droite. Susan a dit que Jean lui avait raconté qu'il marchait ou passait devant la résidence de la rue Lower Belgrove, lorsqu'il a vu Véronique se faire attaquer par un homme. Alors il est entré, mais il a glissé dans une mare de sang au bas des escaliers. Il a ensuite raconté à Suzanne que l'agresseur s'était enfui et que Véronique était très hystérique et l'avait accusé d'avoir engagé un tueur à gages pour la tuer. Une fois que toutes les preuves ont été présentées et examinées, le président du jury a annoncé leur verdict. Ils ont annoncé que Sandra avait bien été assassinée par Lord Lucan. John est devenu le premier membre de la Chambre des Lords à être désigné comme meurtrier depuis 1760. La famille et les amis de John ont été particulièrement critiques envers l'enquête, qu'ils considéraient en SPO comme présentant une vision unilatérale des événements. Sa mère a déclaré aux journalistes que cela n'avait servi à rien du tout. La sœur de Veronica, Christina, a dit qu'elle ressentait une grande tristesse et du chagrin face au verdict. Susan Maxwell Scott a continué de protester contre les déclarations d'innocence de John et a dit qu'elle éprouvait beaucoup de peine pour la comtesse, cependant, puisque John restait absent. Son récit d'une nuit traumatisante, pleine de coïncidences, repose uniquement sur ses lettres et les témoignages de ceux à qui il a parlé après le meurtre de Sandra, ses empreintes n'ayant pas été retrouvées sur place. Sa version des faits ne tenait pas compte du tuyau de plomb découvert dans le coffre de la Corsair. Les affirmations selon lesquelles il aurait parlé de tuer sa femme ou l'absence de suspect crédible pour l'homme qu'il disait avoir vu se battre avec elle. Aucune trace d'effraction n'a été trouvée et les policiers qui ont tenté de démontrer que John pouvait voir dans la cuisine du sous-sol depuis la rue n'ont pu le faire qu'en se baissant très bas sur le trottoir. La lumière dans le sous-sol du 46 Lower Belgrave Street ne fonctionnait pas, ce qui rendait encore plus difficile de voir dans la pièce. L'ampoule retirée a été testée et s'est avérée en bon état de fonctionnement. De plus, Veronica affirmait ne pas être entrée dans le sous-sol cette nuit-là, ce qui contredisait la version des faits de Jean. Le témoignage de son épouse a été corroboré par l'examen médico-légal des éclaboussures de sang ainsi que des taches autour de la propriété. On a retrouvé du sang de Jean dans le sous-sol, le jardin arrière et sur le sac ayant servi à entreposer le corps de Sandra. Si la version des faits de Jean était vraie, cela aurait pu être dû à une contamination sur les lieux. Mais son histoire s'effondre lorsqu'on remarque que l'homme qu'il prétend avoir vu n'aurait pas pu sortir par la porte d'entrée du sous-sol, car elle était verrouillée et que la porte arrière donnait sur un jardin entouré de murs dans lequel aucune trace de fuite n'a été retrouvée. Contrairement à ses défenseurs, la presse nationale a été presque unanime dans sa condamnation de Jean et n'a pas hésité à l'identifier comme le meurtrier de Sandra. Après la dernière apparition confirmée par Susan Maxwell Smith, le sort de Jean reste inconnu. Sa disparition a captivé l'imagination du public pendant des décennies. Est-il mort peu après cette nuit ou s'est-il enfui pour refaire sa vie à l'étranger ? Beaucoup pensent que John s'est suicidé, y compris le détective Chief Superintendent Ransom, de nombreux amis de John, ainsi que Veronica. Cependant, le détective Chief Superintendent Ransom a ensuite changé d'avis, expliquant qu'il considérait qu'il était plus probable que John ne se soit pas suicidé, qu'une noyade en mer semblait invraisemblable, et qu'il croyait désormais que John s'était installé en Afrique australe. Un enquêteur supplémentaire, 32 ans après le meurtre, a déclaré au Télégraphe que les preuves indiquent que Lord Lucan a quitté le pays et a vécu à l'étranger pendant plusieurs années.
Susan Maxwell Scott dira plus tard à l'auteur John Pearson que John aurait pu être aidé à quitter le pays par des financiers clandestins avant d'être jugé. Trop grand. Risque de mort et d'inhumation en Suisse. Le publicitaire Jeremy Scott a proposé une théorie similaire, car il connaissait certains membres du cercle de Clermont. Au fil des années, de nombreux signalements ont été faits partout dans le monde et ont été suivis par la police. La première apparition signalée a eu lieu en janvier 1975 lorsque John aurait été aperçu à Melbourne, en Australie. Plus tard cette année-là, il a été rapporté qu'il avait été vu à Cherbourg et à Saint-Malo, en France. D'autres apparitions ont suivi en Afrique du Sud, au Mozambique, à Bulawayo et en Inde. En 1978, la police de la Barbade a été sollicitée par Scotland Yard pour enquêter sur des rapports selon lesquels un résident britannique envoyait de l'argent à John. En Amérique du Sud, John Miller, chasseur de primes ayant déjà kidnappé le braqueur de train Ronnie Biggs, a affirmé avoir capturé John en 1982. Mais cela a ensuite été révélé par le News of the World comme un canular. Jean a été légalement déclaré mort le 27 octobre 1999, mais aucun certificat de décès n'a été délivré. Ce qui signifie que son héritier, George Bingham, s'est vu refuser l'autorisation de prendre le titre de son père et son siège à la Chambre des Lords. Les témoignages et les théories ont continué. En 2007, la police a reçu des rapports selon lesquels Jean vivait dans une voiture en Nouvelle-Zélande. Et 2 ans plus tard, une enquête de la British Broadcasting Corporation a suggéré que Jing aurait pu subir une chirurgie esthétique après le meurtre. Le frère de Jean, Hughes Bingham, a déclaré en 2012 qu'il était certain que Jean s'était enfui en Afrique après le meurtre. En 2016, Philippe Marc, un riche courtier en bourse de 73 ans qui connaissait bien Jean grâce à leur passion commune pour le jeu, a décidé qu'il était temps de dire sa vérité sur la disparition. Philippe a affirmé que, des années plus tôt, il avait été informé par Stéphane Raphaël, qui était le courtier en bourse de Jean, que Jean s'était rendu dans un zoo privé dans le Kent aux premières heures du jour suivant le meurtre. Le zoo appartenait à Jean Aspinall, le fondateur du Clermont Club. Là-bas, Jean, Stéphane et d'autres amis ont eu une discussion sur la suite des événements. Il était inévitable qu'il perde le contact avec ses enfants. Véronique obtiendrait la garde exclusive, et elle pourrait alors également accéder à la fiducie familiale. Pour empêcher cela, Jean devrait disparaître complètement sans qu'il y ait de preuves corporelles de sa mort. La succession ne serait pas réglée avant au moins 7 ans. D'ici là, son enfant aîné pourrait prendre le contrôle de ses affaires. Philippe a ensuite affirmé qu'on lui avait raconté qu'un pistolet avait été proposé à Lucan, qu'il a pris, est allé seul dans une pièce et a mis fin à ses jours. Le corps de John a ensuite été donné à un tigre d'Aspinal, une façon macabre mais efficace d'éliminer le cadavre. En 2020, une apparition a été signalée en Australie. Un retraité vivant dans la banlieue de Brisbane aurait été John. Selon le professeur Hassan Ougael, un éminent informaticien, le professeur a affirmé que la technologie de reconnaissance faciale de pointe avait permis une identification positive. L'homme qui vivait dans ce qui était décrit comme une communauté bouddhiste dans la périphérie de Brisbane a été retrouvé par le fils de Sandra, Neil Berryman. Après le meurtre, Véronique est devenue dépendante aux médicaments sur ordonnance et ses enfants sont restés sous la garde de ses beaux-parents, les enfants Shand. Véronique était restée définitivement séparée de ses enfants. Le 26 septembre 2017. À l'âge de 80 ans, elle a mis fin à ses jours, convaincue qu'elle souffrait de la maladie de Parkinson non diagnostiquée, selon son testament. Elle a légué tout son argent à l'association caritative Shelter à cause du manque de bonnes manières de ses enfants, n'ayant plus parlé avec eux depuis les années 1980. Le fils de George John est finalement devenu le 8e comte de Lucan en février 2016 à la suite de certains changements dans la législation concernant les personnes présumées mortes. Selon un article de la journaliste Laura Thompson, George et sa sœur Camilla n'étaient pas convaincus que leur père était responsable de la mort de Sandra. En 2024, une théorie, envisagée par certains proches, suggérait que c'était Veronica qui avait tué Sandra et avait ensuite piégé son mari. Ces accusations étaient appuyées par des doutes sur l'état mental de Veronica et la présence de son sang et de celui de Sandra sur la scène du crime.
Lors de l'enquête précédente, un médecin a témoigné qu'il était possible, bien que très improbable, que les blessures à la tête de Veronica aient pu être auto-infligées. Une autre théorie, et peut-être l'une des plus farfelues, est que John et Sandra auraient sans chez tous deux été assassinés par l'acteur, homme politique et culturiste Arnold Schwarzenegger. Apparemment, Arnold vivait à Forest Green, Londres, au moment de la disparition de John, et travaillait comme homme de main pour réunir de l'argent afin de financer son départ pour les États-Unis. Cette théorie affirme qu'Arnold aurait été engagé par John pour tuer Veronica. Mais lorsque Arnold aurait tué la mauvaise femme, John aurait tenté de terminer le travail en tuant Veronica lui-même, afin de dissimuler son erreur. Il est affirmé qu'Arnold aurait ensuite tué John et enterré son corps, ce qui a conduit au mystère vieux de plusieurs décennies auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Que pensez-vous qu'il s'est passé le 7 novembre 1974 ? John a-t-il tué Sandra ou a-t-il été piégé par sa femme Veronica ? Se pourrait-il qu'une tierce personne ait été impliquée et que pensez-vous qu'il est arrivé à John après cette nuit fatidique ? Est-il mort en mettant fin à ses jours, soit à New Haven, à Downs ou dans la Manche, ou a-t-il fini par être donné à manger à un tigre aux os Aspinal ? Peut-être pensez-vous que son réseau d'amis fortunés l'a aidé à disparaître et à commencer une nouvelle vie ? Ou était-il devenu une gêne pour sa classe de la haute société et a-t-il été assassiné en conséquence ? Peut-être que John a simplement disparu sans aucune aide ni connaissance de la part de son entourage et qu'il vit complètement anonymement depuis lors. S'il est toujours en vie, John aurait maintenant 90 ans, à moins qu'il ne se fasse connaître sur son lit de mort et n'apporte des réponses à ses questions ou que ses restes longtemps non découverts ne soient finalement retrouvés. Il semble très peu probable que nous ayons un jour une réponse à ce mystère, surtout si Philippe Marc avait effectivement raison. Et il y avait un tigre affamé impliqué. Comme toujours, j'aimerais beaucoup entendre vos théories dans la section des commentaires ci-dessous. Ce qui est exactement arrivé à Jean reste un mystère fascinant. N'oublions pas que ce mystère a commencé avec une femme de 29 ans, morte de façon des plus brutales. Cela conclut l'affaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudents, au revoir, PST. Un autre fait sur Lord Lucan et sa famille. Il était l'arrière-arrière-petit-fils de George Charles Bingham, le troisième comte de Lucan qui a mené la charge désastreuse de la brigade légère, il y a très longtemps. Au revoir.